Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo particulière. Je vais vous faire profiter d'une expérience que j'ai vécue en live. C'était à l'occasion du 25e anniversaire du film Matrix. Plus précisément, à sa projection au cinéma à Varennes-sur-Seine. J'ai eu la chance de présenter le film aux côtés de Thierry Ragueneau, doubleur de Keanu Reeves sur de nombreux films. Ce fut une superbe soirée organisée par Vincent, de l'espace culturel de Varennes-sur-Seine. C'était un début de soirée extraordinaire, le public a posé des questions, il y avait un véritable échange. Je vous laisse d'ailleurs le découvrir. Dans tel épisode, mais il peut y avoir une série avec 13 épisodes, et s'ils ont envie de changer ma voix au bout de 2, au bout de 1, au bout de 5, ils peuvent. Maintenant, c'est pour éviter qu'il y ait des procès, parce qu'il y a eu des problèmes à certains moments. Et maintenant, on est vraiment engagé pour le jour où on vient enregistrer pour un épisode. Jamais plus. Comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire que vous n'êtes pas le doubleur officiel français de Keanu. Non. Non. Et personne... Pas de doubleur officiel. Voilà, maintenant, il n'y a plus de doubleur officiel. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que le public est fou de rage quand on change des voix. Parce que c'est vraiment casse-pied, quoi. Et donc ils essayent quand même, malgré tout Jean-Pierre Michael, maintenant, c'est vraiment lui officiellement qui fait tout les Keanu Reeves. Moi j'en fais quelques-uns de temps en temps. Et comme Patrick Poivet était la voix de Bruce Willis totalement officielle, sauf avec Luc Besson qui l'a changé carrément dans Le Cinquième Élément. Et en fait il a été remplacé par un copain qui a imité un petit peu Patrick Poivet. Et Besson s'en est pas rendu compte, heureusement. Et donc c'était comme ça. Mais heureusement qu'il a fait ça, parce qu'on était tellement habitués à la voix de Patrick, qui est très spéciale, et qui n'est pas du tout ce que fait Bruce Willis, pas du tout. Mais voilà, on est... Alors, de temps en temps, les gens qui sont, entre guillemets, voix officielles, sont parfois plus payés. Ils demandent des forfaits, ce qu'on appelle, sinon nous on est payé à la ligne. Plus on parle, plus on gagne dessous. Voilà, mais sinon rien n'est figé. Moi j'ai doublé par exemple Rambo 4, 5, je sais même plus. Un qui s'appelle John Rambo. C'est 4. C'est le 4 4. John Rambo, et je fais un copain de Rambo, ils vont en Birmanie, je crois, c'est ça? En Birmanie, ouais. Et le mec il chante dans le bateau. Et comme je chante, la directrice de plateau m'a dit bah, viens Thierry, tu vas faire ce chanteur-là. Et on est payé à la ligne. Hein. Et ben, j'avais plus de lignes que Stallone, qui est quand même le rôle principal. Et quand même Stallone dans ses films, très souvent il fait c'est tout. Et ça c'est pas payé. Donc c'était impressionnant. Il avait un tout petit lignage, mais il avait un forfait. C'était Alain Dorval qui était la voix pour le coup officielle et qu'on peut pas changer, quoi. C'est ceux qui le font maintenant, puisqu'il est mort, Alain Dorval, ils imitent en fait Alain Dorval pour qu'on reste dans un truc familier. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur le film Matrix. Au jour d'aujourd'hui, c'est un film culte. Tout le monde se dit « Waouh, super !» Il ne faut pas oublier que quelques années auparavant, Keanu Reeves avait joué dans le film Johnny Mnemonic, qui a été un four. Le film a été un échec cuisant, alors que c'est le même style. À tel point que lorsque les frères Wachowski, avec le succès de leur film Bond, ont présenté le scénario de Matrix, le premier rôle a été proposé en proposition de personnage, d'abord à Will Smith et Johnny Depp. Les deux ont refusé en se disant, d'une part c'est incompréhensible, d'autre part, un film est sorti récemment et a fait un four. Là, l'acteur Keanu Reeves, qui a vu l'opportunité, le côté artistique qui pouvait se dégager par rapport à l'histoire, il a foncé sur le rôle. Autre particularité, comme le film a beau être produit par Joel Silver, à l'époque, voilà, beaucoup de coproducteurs étaient hésitants. Le film a été tourné intégralement en Australie, pas du tout aux États-Unis, comme prévu à la base. Secondo, Keanu Reeves a voulu faire lui-même toutes les cascades, ce qui n'était pas le cas de toutes les grandes stars à l'époque. Alors sinon, il y a une autre petite anecdote qui est assez amusante. Le film Matrix
a pour titre Matrix. Les frères Wachowski ont trouvé ce mot Matrix top, parce qu'ils l'avaient entendu dans un film 14 ans plus tôt. Pour un film qui devait porter le titre, mais qui au final s'appelait Commando. C'était le nom de l'acteur Arnold Schwarzenegger dans le film Commando. Il s'appelait Matrix. Trop bien ce film. Voilà. Totalement Et en fait, absurde. ce mot Matrix, il a tapé voilà, comme ça pour les frères Wachowski, et du coup, ils l'ont usité pour le mettre en titre. Autre chose, comme le budget, voilà, ils étaient un petit peu hésitants, toutes les scènes du début du film, on voit donc Trinity donc sur les toits, ce sont sur les décors de Dark City, d'Alex Proyas. C'est des décors qui ont été réutilisés. Ça, c'est pour une autre petite anecdote. Johnny Mnemonic, C'était Keanu Reeves dans Johnny Mnemonic. Et alors, autre chose, le rôle de Morpheus, à l'époque, avait été proposé à un acteur vieillissant, Sean Connery, qui s'estimait trop vieux pour ce registre, et a été proposé à Russell Crowe. Russell Crowe qui demandait trop cher. Du coup, ça s'est basculé sur Laurence Fishburne. Voilà, des petites anecdotes comme ça, j'en ai plusieurs. Prochainement, je ferai une grosse chronique sur ma chaîne YouTube HR Movie Fan concernant la saga des Matrix et aussi des animés The Animatrix qui sont totalement dans la psychologie du film Matrix, le premier. En ce qui me concerne, j'ai fini. Monsieur peut répondre à toutes vos questions. Moi, c'est pour ça que j'ai pas fait Matrix, j'ai demandé trop cher. Si seulement c'était ça. Sinon, est-ce que vous avez des questions? Quand ils sont tous blessés, parce qu'ils ont tous fait leur cascade dans Matrix, ils sont tous blessés, ils ont eu beaucoup de retard au niveau du film. Alors, le film a été tourné à peu près, je crois, en 114 jours. Le tournage était extrêmement rapide. Oui, ça paraît énorme, 114 jours. Mais pour une production de la sorte, c'est extrêmement rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant la première séquence de tournage, tout avait été storyboardé et il y avait eu énormément donc, de préparation de maquettes, d'effets, etc. Oui, parce qu'il y a un storyboard qui est sorti, tu m'en as parlé. Parce qu'ils ont fait tout le storyboard parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc ils avaient dessiné tout le film en storyboard et on peut les retrouver. Et d'ailleurs, une fois que, si vous revoyez la trilogie complète, vous remarquerez une chose. Le premier film parle de la naissance. D'accord? Le deuxième film plutôt de la maturité et la présentation. Le troisième de la mort. Parce que tout au long de cette trilogie, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un côté philosophique qui se dégage au cœur de la science-fiction. Et alors, par rapport au storyboard, figurez-vous qu'il y a une semaine, je vais dîner chez les copains, et il y avait un mec qui était là que je ne connaissais pas, et qui bosse dans l'IA. Et je dis, ah bon, très bien, formidable, qu'est-ce que tu fais dans l'IA? C'était pas du tout un boulot artistique, autre chose, mais voilà, l'IA favorisait, leur faisait gagner du temps, etc. etc. Très bien. Et puis il me dit, ouais, et puis toi qui es comédien, dis-moi des trucs, on va écrire un scénario. Il était 20h41. Bon. Donc pendant la minute qui suit, je lui dis, ben voilà, c'est l'histoire d'un mec, il est endormi sous un bananier, et puis il se réveille, et il voit le bananier, il est surpris, et il ouvre les yeux, et il voit qu'il n'est plus du tout à la même époque, et il est très surpris. Très bien. Il rentre ça, à 20h42, il me sort un scénario de 20 pages, impeccable, qui commence vraiment sublimement bien. On voit la mer, donc l'IA avait décidé que c'était au bord de la mer, dans un pays chaud, bananier. Moi, c'était à Carrière-sur-Seine, près de Paris. Et il y avait vraiment un bananier à Carrière. Et donc, l'IA avait tout écrit super bien. On entendait le bruit. Après, on disait, sur un plan élargi, on voit les falaises. Et puis hop, la caméra descend, on arrive au pied du bananier. Hervé, il avait prénommé Hervé, 35 ans. Donc l'IA avait décidé que le personnage était un mec qui s'appelait Hervé, qui avait 35 ans, ce qui est intéressant, parce qu'en ce moment, les rôles sont squattés par des gens qui ont entre 30 et 40 ans. En dessous, c'est un peu trop jeune, au-dessus, c'est déjà trop vieux, on ne peut plus l'utiliser. Et donc, elle avait déjà appris ça. Et après, il a dit, maintenant, je vais faire le storyboard. Et à 20h44, on avait déjà toute une série d'images avec le mec sous son bananier, sa surprise, comme ça, avec des plans élargis où on voyait des mouettes, etc. etc. Incroyable. Incroyable. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et là, je ne vais pas le dire, je vais être un peu doucement chez moi en ce moment. Là, il y a un producteur qui est en train de dîner
avec mon épouse et la famille et les copains. Et il y a 15 jours, il m'a dit c'est vachement bien l'IA parce que maintenant on est tout un scénariste que je suis tout seul. Super. Donc voilà, alors ça c'est un tableau un peu noir, ça va pas venir comme ça, mais enfin ça vient vite, à fond la caisse quoi. Pour le doublage c'est pareil. Le doublage en ce moment on a des contrats qu'on nous propose quand on arrive dans le studio où c'est indiqué Monsieur Machin autorise le studio truc, la boîte de prod, à utiliser le travail qu'il vient de faire. On le rentre dans l'IA. L'IA apprend l'émotion, parce que pour l'instant, l'IA ne sait pas pleurer, ni rire, elle n'a pas beaucoup d'humour. Et donc voilà, ils veulent apprendre ça. Et en contrepartie, c'est marqué carrément, vous aurez 1,5%, vous aurez un pourcentage, je ne sais pas lequel, des ventes réalisées grâce à votre travail, puisque on va utiliser le travail, et un salaire qui ne peut pas dépasser 25 000 euros. Ça veut dire qu'on signe pour 25 000 euros et c'est fini. Il faut qu'on fasse un autre boulot. Voilà. Donc ça va, et ça va très vite. Ça va très vite. Donc on verra. Est-ce qu'on en a pour 1 an, pour 5 ans je ne sais pas. En tout cas, moi je voudrais préciser une chose. Vous savez pourquoi les doublages en France sont les meilleurs? Parce qu'en France, les doubleurs, ce sont des comédiens. Parce que pour savoir doubler, il faut savoir jouer. Et justement, mon cher collègue, tout à l'heure, il m'a fait une démonstration, c'est impressionnant. En fait, un truc tout bête, il faut apprendre à respirer comme l'acteur que vous voyez. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que les doublages en France sont parfaits. La question que j'avais posée, c'est le film, vous ne l'avez pas joué. Du coup, comment ça se passe? Vous recevez tout le texte et après, vous voyez une partie du film avant ou vous découvrez la scène au moment de la jouer? Comment ça se passe un doublage? Alors un doublage, en fait, alors ça a beaucoup changé. Vous voyez la série Mentaliste, vous voyez, je faisais la voix du Mentaliste. Et donc un épisode du Mentaliste, ça fait 45 minutes, un truc comme ça. On les doublait en une journée et demie. En 1980, quand j'ai fait mon premier doublage, un épisode comme ça, on l'aurait doublé en 5 jours. Parce qu'on était en pellicule. C'est pour ça qu'on appelle ça des boucles. On faisait des petites boucles de pellicule qu'on doublait les unes après les autres, etc. Et ça prenait beaucoup de temps. Parce que quand on se trompait, il fallait attendre que la boucle revienne. Maintenant, on va à un timecode. On va à la boucle 37. Plink, on y est. Ça y est. Et alors, donc, maintenant, quand on arrive, avant, on pouvait avoir des projections, éventuellement. Maintenant, les gens, les producteurs, les Sony, les Warner, ou les Netflix, etc., ont tellement peur du piratage, on n'a plus de projection, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on arrive le jour même, et on nous dit, bah voilà, c'est une série, c'est une Mentaliste, ça parle de ça, le mec il fait ça, voilà, il a un peu d'humour, il est un peu bizarre, il a une famille, il a des problèmes dans sa famille, etc. Donc moi je suis là, je fais oui d'accord, ok, je ne sais pas plus que ça. Et après on diffuse, donc on est dans une salle moins grande que ça, mais quand même dans un studio assez grand, et sur l'écran, il y a l'image qui diffuse, et là, il y a dessiné une espèce de barre de synchro, ici. Et là, il y a le texte. Ça s'appelle une bande rythmo. Et quand on actionne, il y a l'image et la bande rythmo qui passent en même temps. Donc là, j'ai Patrick Jane qui arrive, je sais que c'est bientôt à moi puisqu'il y a le nom de mon personnage qui arrive, et c'est marqué bonjour Lisbonne, comment ça va? Et quand ça touche la barre, je fais bonjour Lisbonne, comment ça va? C'est tout. C'est facile, en fait. Il suffit de lire un truc noir écrit sur un machin blanc. Il suffit de savoir lire. Non, c'est plus compliqué que ça quand même. Il faut vraiment faire exactement ce qu'ils font eux, dans le bon rythme. Donc s'ils parlent très vite, il faut parler très très vite. Et puis s'ils parlent lentement, quelquefois on fait des trucs allemands, et les trucs allemands c'est beaucoup plus lent. Et nous c'est compliqué dans notre manière de faire. Donc il faut, en fait, c'est ça, il faut jouer quoi. Et s'il pleure, je pleure. S'il rit, je ris. Et vous prenez la gestuelle aussi, parce que la gestuelle, beaucoup. Vous avez l'habitude de faire ça et vous l'avez fait en parlant de lui. Il a ce tic. Voilà, la gestuelle, c'est vraiment important, et la respiration, comme tu dis, c'est les respirations, par exemple, sur la bande rythmo, c'est marqué un H avec une flèche, ça veut dire inspiration, 2 H avec une flèche, c'est expiration. Il ne s'agit pas de faire
Non, mais respirons comme je respire là. Je respire, vous ne l'avez pas entendu, mais c'est une sensation. Et quand on respire comme l'acteur, on commence à bouger comme l'acteur et à jouer comme lui finalement. Et si vraiment on va au bout du truc, si on pleure vraiment, quand lui il pleure, c'est génial. C'est un bon doublage en fait, c'est quand on oublie, quand on a l'impression qu'il parle français. Extraordinaire. Donc ça c'est super. Un jour je suis allé au cinéma à Paris, à la Villette, en plein air, l'été, et je vois Samy et Rosie s'envoient en l'air de Stephen Frears. Film génial. Ça commence, plein de gens, ça commence en français. Sifflement, des huées, les gens ils étaient venus pour voir de la VO, quoi. Bon, on a continué en VF, il n'y avait que la VF. Silence, les gens regardaient le film, à la fin tout le monde a applaudi, tout le monde avait oublié qu'on était en VF. C'était super. Dans des doublages comme ça, il n'y en a pas tout le temps. Parfois c'est compliqué. Il fait de l'amour, parfois c'est compliqué. Il fait de l'amour, c'est très mauvais en original, c'est très difficile de les rendre très très bons en français. J'en ai fait pendant 10 ans, donc je sais. Mauvais déjà de base. De base, c'est fatigant. C'est fatigant. J'ai doublé le feu d'amour, j'ai doublé un personnage qui s'appelle Kane. J'ai mis 2 ans à comprendre qui j'étais. Je ne comprenais rien, mais rien. Mais ce qui est magique avec les feux d'amour, c'est que moi, tous les étés, c'est un souvenir d'enfance parce que ma grand-mère les regardait. Chaque été, au bout d'1 an, de toute façon, vous reprenez l'histoire à un voix différent. Donc, dans ces séries-là, tous les ans, on peut arrêter 1 an, de toute façon, au bout d'1 an, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est assez rigolo. Il y avait un moment où on double une scène, des feux, et il y a un truc bizarre dans cette scène. On la regarde 2 fois, on la regarde 3 fois, il y a un truc qui ne marche pas. Et ouais, la 4e fois, on a vu. En fait, ils vont tellement vite en tournage que les accidents de tournage, comme un mec qui arrive et qui se prend simplement comme ça, le pied dans la porte ou dans un câble, ils ne le coupent pas, ils n'ont pas le temps. Donc voilà, pas. Et là, mon personnage, mon gentil Kane, il mettait 5 sachets de sucre dans sa tasse. À chaque fois dans sa tasse à café. À chaque fois qu'il y avait la caméra sur lui, hop, il mettait un sachet. Il a dit, mais c'est ça, il met 5 sachets de sucre. Et il boit après. Rien professionnel, le mec. C'était imbuvable. Mais voilà, ça va tellement vite que parfois on n'a pas le temps, quoi. Donc le doublage, quand on prend le temps ou quand on décide d'être vraiment très sincère, de respirer comme le comédien, de bouger linguini, quand j'ai fait Ratatouille, on parlait de Marsupilami tout à l'heure, on perd 2 kilos, quoi. Tellement c'est épuisant, parce qu'il faut bouger tout le temps. Parce que si on ne bouge pas, on n'a pas le mouvement. Alors, il ne s'agit pas de faire comme ça, bien sûr, mais quand même, il faut bouger parce que quand on bouge, la voix, elle prend le mouvement. Donc, c'est épuisant. Le Marsupilami, mais je disais ouba, quand même. 4 heures d'affilée, mais c'était mort. C'est compté, ça, c'est des lignes, c'est bon. Alors, c'est ma question. Donc, plus on parle, plus on est payé. Ok ? Mais comment on compte des ouba? Donc, le producteur m'a dit, oui, on va te faire un forfait. J'ai dit, on ne fait pas de forfait. Vous me mettez tous les ouba. Et puis on va les compter ensemble. Et donc, voilà, ils m'ont mis des ouba partout. Et je suis passé de 50 lignes à 100 lignes. Ah bah oui. Voilà. Donc évidemment, au prix de la ligne, moi je vais demander un petit peu plus. Exprès. J'ai fait ma star. Et voilà. Mais je les ai bien mérités, mes sous, parce que... Terrible, c'était terrible, c'était vachement bien. C'était vachement bien parce qu'il fallait trouver une signification psychologique à chaque ouba. Donc il fallait que ça ressemble à je t'aime ma chérie, viens on va se promener, et ben il fallait que dans les oubas j'ai ça. Ça c'est très très drôle. C'est ça qui est drôle dans ce boulot. Ce qui est drôle dans ce boulot, c'est que on fait un beau mec, un beau brun ténébreux, alors que je suis un très beau blond ténébreux. On fait des gros, des petits, des méchants, des gentils, des grands, des maigres. On fait tout. On a tous les droits. Là, je viens de faire un très 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 méchant sur une série qui s'appelle Paris Has Fallen. Personne n'a vu ça? Si, sur Canal+. Sur Canal+. Sur Canal+. Et là, la voix complètement. J'avais la voix comme ça tout le temps. C'était incroyable, quoi. Ça, c'est drôle. De pouvoir passer d'un truc à l'autre comme ça. Est-ce qu'il y a un tournage où vraiment ça a été très compliqué?
Un tournage où ça a été très compliqué? Alors, de doublage, bon, ça a été vraiment, vous avez dit, je sais pas si vous y arrivez, mais c'est jamais arrivé. Oh si. C'est exaspérant. Un doublage qui est très difficile ou un doublage où on commence et on ne sait pas si on va y arriver, si on n'y arrive pas. Si, il y a des trucs comme ça, c'est très compliqué. Et puis on ne sait pas par quel bout le prendre. Si jamais il y a en plus on a un directeur artistique qui ne sait pas trop vous diriger ou qui lui non plus ne sait pas comment vous prendre, c'est compliqué. On fait au mieux. Mais je me souviens, il y a très très longtemps, il y avait une série qui s'appelle Open All Night, une épicerie. Je faisais le fils de l'épicerie. Et il y a une phrase, on a fait 24 prises, je n'ai jamais réussi à la faire. Jamais. Donc ils ont pris la moins mauvaise. Mais j'étais très jeune, hein, mais quand même. Et jamais réussi. C'est comme ça. Et vous arrivez à vous écouter sans vous dire, ah là, j'aurais dû faire autrement. Est-ce que j'arrive à m'écouter en me disant, j'aurais dû faire autrement? J'arrive plus à m'écouter maintenant, parce que j'ai un peu plus de distance. Avant, je détestais m'écouter. De toute façon, je déteste ma voix. Voilà. Et ma tête, je ne me regarde jamais quand je tourne, jamais. Et oui, il y a des moments où je me dis, ah, là, j'aurais dû faire autrement. Mais, et inversement, un jour, j'étais à l'hôtel, je regardais un épisode du Mentaliste en allemand. Et après, j'ai basculé sur un TF1 où c'était diffusé en français, j'ai regardé, et j'ai appelé Thierry Vermut qui dirigeait les séances du Mentaliste. Et je lui ai dit, c'est bien, non, ce qu'on a fait? Et il a dit, ouais, c'est super bien. Donc oui, parfois on est super content. Le Mentaliste, moi, je suis super content. Pour moi, c'est un des doublages les mieux. J'ai regardé la série, vous êtes bon en même temps. Au bout de la voix, Mentaliste, c'est parfait. Au bout de la voix, à propos de la voix, le Mentaliste, c'est parfait. Oui, je suis d'accord. Non, c'est vraiment bien. Voilà, tout va bien. Et est-ce que vous regardez en VO aussi comment tu t'appelles? Oui. Stéphane? Ethan. Et tu regardes quelquefois en VO ou tu regardes que de la version française? Pour l'instant, c'est que la Oui. Tu as quel âge? 10 ans. Combien? 10 ans. 10 ans. Oh, mais tu vas pouvoir. C'est bon. Tu vas pouvoir regarder un petit peu de temps en temps. Sur des petites séries, Ouais. il se met un petit peu de temps en temps à la VO, mais Ouais. c'est encore. Il parle un petit peu anglais avec C'est ses encore cousins en compliqué pour Égypte, il parle un peu anglais déjà. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Bah, écoutez, bonne séance alors. Ouais, Bonne séance. Merci beaucoup. J'avais une dernière question pour. Moi, je ne vais pas rester avec vous, je vais quitter, donc merci d'avoir été là. Merci beaucoup Thierry Regnault. Merci, vraiment. C'est un plaisir de vous, Seigneur. vous recevoir aujourd'hui et d'avoir participé à cet échange. C'était vraiment super. Alors, j'avais une dernière question avant qu'on attaque la séance de Matrix. C'était une question pour Hervé, qui est un expert en SF. Est-ce que Matrix est le dernier avatar d'un cinéma SF qui a complètement passé sur autre chose? Pour moi, Matrix a complètement révolutionné l'ASF et surtout pour moi c'est la première pièce de la science-fiction au cinéma intelligente. Il y a beau avoir de l'action, il y a toute une dimension psychologique et philosophique. Et ça, voilà, ça a été la première pierre à l'édifice du 7e art pour l'ASF. Ouais, vraiment, ça a été un changement de paradigme et on a basculé sur des choses beaucoup plus intelligentes, des Christopher Nolan par exemple. Ah oui, Christopher Nolan, là on rejoint je ne sais pas si vous avez vu Tenet. Tenet, voilà, pour moi c'est l'aboutissement de l'évolution qu'a initié Matrix. On est vraiment voilà, dans cet apogée de l'ASF avec le côté où il y a une réelle réflexion. On n'est pas uniquement que dans le boum boum. J'aime bien aussi de temps en temps les petits Marvel et ce qu'on veut, et c'est trop popcorn. Là c'est vraiment la science-fiction puissante, réfléchie, et justement Christopher Nolan est le digne successeur des frères Wachowski. La science-fiction qui fait réfléchir après. C'est ça. Ok, merci beaucoup Hervé, je vous rappelle la chaîne HR Movie Fan. Bonne séance à vous, profitez bien du film. Dernier clin d'œil. Et n'oubliez pas, hein, Que quelqu'un sait. attendez, n'oubliez pas, Trinity au début, elle est sur les décors de Dark City. Hein.
Voilà. Et est-ce que quelqu'un A reconnu la casquette. la casquette? Répondre, lui, on sait tous. T'as reconnu la casquette? Non? Elle vient de la Retour vers le futur. Trop fort. Retour vers le futur 2, et elle date de cette époque-là. Non, mais on l'élève bien, ça aussi, attends. Bravo. Bon, bon film. Allez, bonne séance. Bonne séance et puis à bientôt. Merci beaucoup. Profitez bien de ces bons fauteuils.